Histoire d'Afrique. L'histoire des derniers pharaons et des derniers rois de Perse. Nous allons feuilleter, éplucher. Quand le roi de Cambyse II est venu attaquer les Juifs antiques de l'Afrique qui se situaient au sud. Quand le roi Cambyse de Perse II est venu combattre, dominer, conquérir, anéantir les Juifs antiques qui se trouvaient en Afrique au sud. On les appelait les Éthiopiens macrobiens. Première partie. Article 1 des macrobiens. C'est une histoire vraie. C'est une histoire, vous pouvez vérifier cela selon plein d'historiens. Elle est mélangée du livre d'Ézéchiel avec les bases de la fondement de la réalité, du mouvement de l'être et de l'esprit. Situation du pays où Cambyse porte la guerre, caractère meurt, longévité des macrobiens. Gog vient du côté de l'Aquilon. Il conduit une armée de Perses. Il marche contre la nation juive. Il ne paraîtra qu'après bien des années. Les Juifs, dont mentionnés dans cet écoulement de discours, c'est l'Afrique du Sud. C'est le peuple bantou qui est au sud de l'Afrique. On les appelait les macrobiens. On les appelait les ichtophages. Ceux qui mangent que du poisson. Le peuple bantou ne mangeait que du poisson et des herbes. Aux temps anciens, on les appelait aussi les Éthiopiens de l'Occident. Le royaume du Nord qui était composé par la RDC, on les appelait les Ngala. On les appelait les exilés. Les Éthiopiens macrobiens habitaient la Libye. La Libye, c'est l'Afrique. Vers la mer Australe. Hérodote 1, 3, C, 17. Ils étaient les plus grands et les mieux faits, ou les plus beaux de tous les hommes. Ils avaient des lois qui les distinguaient de tous les autres peuples. Hérodote cite pour exemple celle de déférer la couronne à celui d'entre eux, qui réunissait à la plus haute taille une force proportionnée. C'est 20. On apprend par la réponse de leur roi aux ambassadeurs de Cambyse qu'avec tant d'avantages pour faire la guerre, les macrobiens étaient justes, amis de la paix et très éloignés de l'esprit des conquêtes. Ils s'indignent de la justice du roi des Perses, qui ne se contentant pas du pays qui lui appartient, veut envahir celui des autres et réduire les hommes en esclavage. Que les Perses, ajoutent-ils, rendent grâce aux dieux de n'avoir pas inspiré aux Éthiopiens le désir de faire des conquêtes. C'est 21. Ils vivaient communément 120 ans et plusieurs allaient au-delà. Leur nourriture était de la viande bouillie et leur boisson du lait. Voyons ce que disait Ézéchiel de Gog, de son armée et du peuple contre lesquels il amène. Je te ferai marcher, toi et toutes tes forces, les Perses, les Couchites et les Libyens, avec leurs boucliers et leurs casques. Gomère et toutes ses troupes, la main de Togorma, sortie des flancs de l'Aguilon, et toutes ses troupes, et plusieurs peuples avec toi. Ézéchiel 28, page 4. 1. Gog a rassemblé une armée nombreuse composée de troupes de nations différentes, mais dont les Perses font partie, dans laquelle même il tient le premier rang. Il n'était pas douteux que ce ne fut un roi de Perse qui marchait avec toutes ses forces pour une grande expédition, et ce ne pouvait être que Cambyse. 2.
Gog venait du nord, il allait donc vers le midi. Et comme il était censé partir de l'Égypte, il allait vers le midi de l'Égypte. On nous fait comprendre qu'Ombis est allé attaquer les Juifs antiques qui se trouvaient au sud de l'Afrique. Les Juifs antiques se trouvaient au sud de l'Égypte. Combis par conséquent marchait contre les Éthiopiens macrobiens, situés au sud de ce pays. 3. Gog partait des flancs de l'Aquilon, du fond du nord, ce qui supposait qu'il venait de loin, par rapport au peuple qu'il allait attaquer. Ce peuple était donc par rapport à lui au fond du Midi, dans la partie de l'Éthiopie méridionale la plus reculée. L'absurdité géographique d'Hérodote, qui envoyait Combis tout droit à la mer Australe, faisait du moins honneur à la fidélité de ses interprètes. Le prophète dépeint l'état du peuple contre lequel sont dirigées toutes les forces de Gog. Tu vas contre une terre dont les habitants ont été retirés de l'épée, rassemblés du milieu du peuple nombreux. Ils sont sortis d'entre les peuples et vivent tous dans une parfaite assurance. Tu as dit dans ton cœur, je viendrai vers cette terre de séparation, vers ces hommes qui sont tranquilles et l'habitent avec assurance, vers ce peuple retiré des nations, qui nourrit ses troupeaux et vit de leurs produits. Les termes hébreux sont souvent pris en ce sens, et qui habitent le tabord de la terre. Ézéchiel 28, verset 8. Le peuple retiré de l'épée était, dans la prophétie, le peuple juif, échappé au fer de ses ennemis. On a entendu que les Macrobiens, les Éthiopiens macrobiens, se retiraient de la guerre, l'évitaient, qui ne se servaient point de leurs armes pour attaquer. Une vie tranquille annonçait ses dispositions pacifiques. Le peuple rassemblé du milieu des nations, sorti d'entre les peuples, séparé de tout, étaient ces mêmes juifs, revenus de la captivité et rentrés dans leur propre pays. On a entendu que les Macrobiens, les Éthiopiens macrobiens, les Bantous, étaient retirés chez eux, séparés de tous les autres peuples, et ce qui en était une conséquence naturelle, avaient des mœurs et des lois toutes différentes, des lois séparées des autres nations. Selon l'expression d'Hérodote, ou qui les ont séparés. 3. Ce peuple vit dans l'assurance. On l'a entendu de la confiance en ses propres forces. Les Macrobiens n'attaquent personne, mais ne craignent aucun ennemi. 4. Les troupeaux qu'ils entretiennent et dont ils tirent sa substance ont pu faire naître l'idée que les Éthiopiens macrobiens, les Bantous qui sont au sud de l'Afrique, n'avaient que la viande pour nourriture et le lait pour boisson, mais tous verront plus expressément marqué dans un autre endroit. Ce singulier régime de ne manger que de la viande et de la manger bouillie. Le tabord de la terre aura probablement embarrassé les interprètes. Les significations que l'on donne à ce terme, de centres aux parties remarquables d'un pays, de lieux élevés, ne sont que des significations dérivées en généralisé, qui n'en excluent pas d'autres, et seraient elles-mêmes susceptibles d'une grande extension. En l'expliquant d'après les circonstances, il en aurait fait les extrémités de la terre, les bords élevés de la mer australe. Hérodote, dans le livre Hérodote décrit les vrais juifs se trouvent au sud de l'Afrique. Hérodote est le père de l'histoire grecque. Hérodote est le père de l'histoire européenne. Il décrit ceux qui se disent juifs, ce sont des noirs. Et ils se trouvent au sud de l'Égypte. Ils se trouvent en Afrique. On les appelait les Macrobiens. Les juifs antiques, au temps des Grecs, on les appelait les Éthiopiens macrobiens.
Voilà, je crois, trait pour trait, le caractère et les mœurs des Éthiopiens macrobiens. Les autres qualités qu'on leur attribuait tenaient à cette force extraordinaire, dont le roi nous donnera la preuve à l'article suivant. Ils devaient être les plus grands, les mieux faits, les plus beaux de tous les hommes, comme ils étaient les plus forts. Ils devaient aussi vivre plus longtemps, et ce n'était pas trop de leur donner 120 ans au moins. Cependant, leur longévité a eu un fondement particulier dans le texte que nous devons faire remarquer. Il y est parlé de jours nombreux, de jours anciens, d'années qui forment une longue suite, expressions par lesquelles le prophète marquait qu'il annonçait longtemps d'avance la défaite de Gog et que sa prédiction n'était pas moins certaine. Quoique l'événement ne dut avoir lieu que bien des années après. Appliqué aux Éthiopiens macrobiens, elle ne pouvait signifier que les jours de leur vie, le nombre de leur année qui surpassait celui des autres hommes. Quant au terme précis de 120 ans, j'observais seulement que l'historien donne le même âge au roi de Tartessus dans l'Ibérie, par-delà les colonnes d'Hercule, dont il parle livre 1, chapitre 123, et que d'autres étendaient le privilège à tous les habitants de ce pays. Comme si Hérodote et les Grecs en avaient fait le terme commun de la vie pour les hommes aux extrémités de la terre. De tous les avantages du corps dont jouissaient nos Éthiopiens macrobiens, les Bantous, les Israélites, les Juifs, celui-là était sans contredit le plus important et le plus remarquable. On avait donc tiré le nom du surnom par lequel on les distinguait et qu'Hérodote traduit en sa langue lorsqu'il les appelle macrobiens, hommes qui vivent longtemps. Article 2. L'arc du roi d'Éthiopie. Aucun des Perses ne pourra le bonder. Arc de Magog qui échappe de sa main, et sa main où il laisse tomber les flèches. Avant d'entreprendre l'expédition projetée contre les Éthiopiens macrobiens, Combis crut devoir s'assurer de l'état du pays, en y envoyant des espions. Sous le prétexte de porter des présents au roi, il chargea de cette commission les ichthyophages d'Éléphantine, qui parlaient la langue éthiopienne. On ne doit pas s'arrêter aux premières circonstances de l'ambassade, sur lesquelles l'historien s'étend avec complaisance. Les présents envoyés par Combis et choisis exprès pour donner lieu au reparti du monarque éthiopien. Les réflexions de celui-ci sur l'habit de pourpre, le collier et les bracelets d'or, l'usage des parfums, le vin qu'il trouve bon et salutaire, le pain auquel il attribue la brièveté de la vie chez les Perses, qui ne vivent que 80 ans parce qu'ils se nourrissent de fumier. Tout cela n'est même pas du conte égyptien. On y reconnaît un grec qui veut moraliser et un premier exemple de toutes ces fictions des anciens que sur les sites, les Germains et autres, dont il faisait constater les mœurs, le caractère, les idées, avec celles des peuples civilisés, et qu'ils avaient d'autant plus de liberté de peindre, selon leur fantaisie, de faire parler ou agir conformément à leur but, que ces nations étaient moins connues. Laissons ces lieux communs et bornons-nous aux traits qui ont formé le récit primitif. L'arc était l'arme ordinaire des Éthiopiens macrobiens, et ces peuples étaient renommés pour leur habilité à s'en servir. Strabon remarque que ceux de l'île de Méroé avaient des arcs grands de 4 coudées, et faits d'un bois durci au feu. On en supposait de bien plus forts encore aux Éthiopiens macrobiens. C'était donc un signe caractéristique auquel les interprètes devaient les reconnaître, et ils n'ont pu manquer de leur appliquer. Le 21e chapitre, où dès les premiers versets il trouvait un arc et des flèches. C'est de là qu'est venue l'idée du défi que le roi d'Éthiopie macrobien fait à Combis et aux Perses. Portez-lui, dit le fier Éthiopien aux envoyés de Combis, portez-lui cet arc de ma part, et dites-lui, le roi d'Éthiopie conseille à ceux de Perse de venir lui faire la guerre avec des forces
plus nombreuses lorsque les Perses pourront bander un arc de cette grandeur aussi facilement que moi. Ayant ainsi parlé, il débanda son arc et le donna aux envoyés. Hérodote 1, 3. Nous avons vu qu'en effet, nul des Perses ne peut bander l'arc du roi d'Éthiopie Macrobien, et que le frère de Combis, qui en approcha le plus, ne l'amena qu'à 2 doigts près. En lisant au second chapitre de la prophétie de Gog, je te ferai monter de flanc de l'Aquilon, et je te conduirai sur les montagnes d'Israël. Je ferai sortir en le frappant ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Ézéchiel C. 28, versets 2 et 3. Les interprètes trouvaient ici un arc et des flèches, armes communes des Perses et des Éthiopiens macrobiens, des Bantous, des vrais Israélites. Et ces armes ne servaient de rien à celui qui les porte. Elles tombent de ses mains sans qu'il y ait pu en faire usage. Il n'en fallait pas davantage pour deviner de quoi il s'agissait. Le discours s'adresse au roi qui vient de l'Aquilon, à Combis par conséquent. C'était donc le roi d'Éthiopie qui parlait, et puisqu'il parlait d'arc et de flèches, c'était où le sien dont il venait et vantait la grandeur et la force, ou celui de Combis dont il remarquait l'infériorité, pour lesquels il montrait son mépris. Voilà le fond. L'imagination a pu trouver le reste et disposer tout à son gré. Bornons-nous à la circonstance principale qui renferme ou amener toutes les autres. La plus importante d'ailleurs par ses suites. Le défi de tendre l'arc du roi d'Éthiopie macrobien. On connaît l'influence qu'elle eut sur le sort du frère de Combis et par contre-coup sur le sort de Combis lui-même. Et l'on peut désirer de savoir si elle n'aurait néanmoins de fondement réel que dans le texte travesti. La conséquence nécessaire serait qu'il faut rayer de l'histoire non seulement la fatale circonstance, mais tous les rapports qu'on lui suppose avec des faits postérieurs. Ce qui ne laissait pas que l'ébranler de ces faits même. Le texte ne dit pas, comme dans la version latine, je frapperai ton arc dans ta main, et moins encore, comme dans la version française faite sur l'hébreu. Je le briserai. Il porte à la lettre, je frapperai ton arc de ta main. Ex manu, tu as. C'est-à-dire, j'ai ce que j'ai. Les faits tombés. Donek, Kader, Fessero. Ainsi que l'explique la synopse des critiques. Ou simplement, executiam, ainsi que le ronde, ou bigon et d'autres. Je le ferai sortir de ta main. C'est la même chose que ce qui est dit ensuite des flèches, avec la différence des coups, violents, redoutables, ou redoublés, dont l'arc aura été frappé et qui feront lâcher prise à la main. Image qui convenait mieux à un arc. Article 3. Table du soleil. Le repas paisible des Éthiopiens macrobiens s'appelait la table du soleil. Le grand sacrifice dont parle Ézéchiel, chapitre 17, chapitre 19 aussi, est la table du Seigneur, du Dieu Adonai. On ne servait à la table du soleil que des viandes d'animaux à 4 pieds. Le prophète ne nomme que des quadrupèdes. On n'y servait que des viandes bouillies. La chair des victimes immolées dans le temple était bouillie au sacrifice du Seigneur. On s'enivrait du sang des victimes. Ça représente la table du soleil. Ça représente l'impureté. Hérodote connaissait qui étaient les vrais juifs. Strabon savait bien où se trouvaient les vrais juifs. Au temps de Hérodote, les vrais juifs étaient des noirs.
Au temps de Strabon, les vrais juifs étaient des noirs. N'oubliez jamais, Hérodote est le père de la littérature. Hérodote est le père de l'histoire européenne. Le prophète parle d'une grande victime qui sera immolée, d'un sacrifice que le Seigneur fera. Sibishi, mon sacrifice. Or, chez les Juifs, dans le sacrifice de la Pâque, l'agneau à la vérité se mangeait toujours rôti. Mais il paraît que dans le temple, on faisait bouillir les chairs des animaux offerts en sacrifice. Voilà la table du soleil. Plusieurs textes de l'Écriture le supposent. Aucun ne dit le contraire. Ne serait-ce pas cet usage du temple que nos interprètes auraient transporté au repas des Éthiopiens macrobiens? Il aurait été conduit par l'image sous laquelle ce repas leur était dépeint. Croyant rendre compte d'un sacrifice, et lui en aurait donné le caractère. À l'époque où ces corps se sont formés, les prêtres égyptiens pouvaient être bien instruits de la coutume des Juifs. À cet égard, ils ont pu la connaître à cette occasion même, en cherchant à s'éclairer sur les sacrifices extraordinaires, si pompeusement décrits dans leur mémoire, et en consultant les Juifs, de qui seuls ils pouvaient recevoir d'utiles et sûres informations, car ils n'ignoraient pas qui tenaient d'eux les extraits des livres saints. Oui, ils puisaient leur propre histoire. Sous ce point de vue, le trait serait précieux. Il prouverait non seulement que les Égyptiens avaient reçu les extraits de la main des Juifs, mais que ceux-ci les aidaient au besoin pour l'intelligence du texte. Cette manière d'apprêter les viandes expliquait naturellement et très heureusement une circonstance rappelée plusieurs fois dans le texte et qui pouvait embarrasser les interprètes. Qu'aurait-il fait de ce sang que l'on verse avec profusion et que l'on boit jusqu'à s'enivrer? Ce n'était pas celui des animaux égorgés du sang pur. L'idée eut faible horreur et l'on ne pouvait supposer un pareil usage. Même les macrobiens, les Éthiopiens macrobiens, le peuple juif, les Israélites, le peuple bantou, avec des viandes bouillies, ce n'était plus que leur jus, servi avec elles sur la table et formant une véritable boisson, copieuse à la fois et succulente, que les convives auraient eu à discrétion. Les viandes étaient asservies avec abondance. L'expression qu'Hérodote fait image, la prairie en était pleine. C'est l'idée qu'a dû faire naître l'énergique description du prophète Ézéchiel. Le sacrifice est un grand sacrifice. Comme ferré ou en latin porté en français se dit des plantes que la terre produit. Des branches que pousse la plante, des fruits dont les branches se chargent. Et sous ce rapport, on en dérive également les nuées et les exhalaisons qui non seulement s'élèvent en haut, mais s'élèvent de la terre et y prennent naissance. Dans les paraboles du 17e chapitre d'Ézéchiel, une vigne plantée dans une bonne terre pousse des branches et porte du fruit. Le rameau d'un grand cèdre planté sur la montagne d'Israël porte des branches et donne du fruit. Et dans Joël, les arbres ont porté leurs fruits. Ainsi, toute production végétale aurait été convenablement désignée par le nom au pluriel de Néchia terraillé,
comme dans notre texte. Un produit ou des produits de la terre, n'est-il pas possible que l'appellation fût reçue dans l'usage?